Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marin Schaffner, je suis ethnologue de formation, auteur et traducteur, et je travaille quasiment exclusivement avec les éditions Wild Project, qui sont spécialisées en écologie et qui sont basées à Marseille depuis maintenant 12 ou 13 ans, avec qui on a créé il y a un peu plus d'un an une petite collection de livres de poche qui s'appelle Petite Bibliothèque d'écologie populaire. Et je suis aussi l'un des cofondateurs de l'Association pour l'écologie du livre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été invité par Normandie Livre et Lecture aujourd'hui à faire une petite vidéo d'introduction autour de ces questions d'écologie et d'écologie du livre. Alors, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est, en termes d'introduction, une question somme toute assez simple, mais qui, vous allez voir, a pas mal d'implications. Pourquoi l'écologie du livre? Pourquoi est-ce qu'on parle d'une expression comme celle de l'écologie du livre? Et pour commencer, la première chose qui m'intéresse de mettre en discussion, dans le cadre de cette journée interprofessionnelle, c'est d'abord, ce que nous dit l'écologie. Qu'est-ce que c'est que l'écologie exactement? L'écologie ainsi, elle est apparue à la fin du 19e siècle comme science des relations et des conditions d'existence, c'est-à-dire la science, des manières dont les êtres vivants vivent, heu, non humains, mais aussi êtres humains, bien entendu. Donc science des relations et des conditions d'existence, qui est ensuite devenue, une branche autonome de la biologie moderne, au début du XXe siècle, qui a fait son chemin dans toutes les sciences naturelles et qui, à partir des années 60, est vraiment devenu un mouvement à la fois social, politique et philosophique, qui s'est mis à toucher assez rapidement à toutes les sciences humaines et sociales. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu aussi, bien entendu, dans l'ensemble de la chaîne du livre, à l'intérieur des livres. Les implications dans la société de l'écologie et dans notre quotidien sont nombreuses, vous le savez bien. L'alimentation, l'énergie, le transport, le climat, la protection de la nature, etc. Il y a toute une myriade de mouvements sociaux qui s'appuient sur l'écologie depuis des décennies pour faire advenir, on va dire, un monde moins destructeur et plus respectueux de toutes les formes de vie. Ainsi, si l'écologie recoupe bien entendu des préoccupations, on va dire immémoriales des êtres humains pour leur environnement de vie, là où on vit et comment on en prend soin, l'écologie scientifique, elle, a développé de façon méthodologique une série de concepts et de notions qui visent à analyser et à comprendre, ce que sont ces relations entre les êtres vivants, la teneur de ces relations, êtres vivants entre eux et avec leur milieu de vie. Ces notions, c'est les notions d'interdépendance, de symbiose, de résilience, d'écosystème, etc., qui sont beaucoup réutilisées aujourd'hui, mais qui ont vraiment une origine scientifique et une définition très claire. En tout cas, l'ensemble des notions fondées par l'écologie cherchent à appréhender la complexité de ce que sont ces relations et ces conditions d'existence, donc la complexité de ce que sont les interdépendances des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Et donc, on peut dire que ces notions de l'écologie ont été forgées pour penser ce qui est complexe, pour penser des systèmes hautement complexes. Ensuite, si on considère que l'espèce humaine, est une parmi toutes les autres, formes de vie et qu'elle est prise dans des réseaux interdépendants qui sont en évolution permanente, ça c'est ce que nous dit l'écologie scientifique, alors les implications dans nos manières de faire société, sont multiples et sont profondes et peut-être même plus précisément les implications dans nos manières de faire en commun avec les humains et avec tous les vivants. Ainsi, on peut dire que l'écologie s'infiltre dorénavant au cœur de tous nos modes de vie et de toutes nos manières de faire pour nous poser un ensemble de questions éthiques. Par exemple, comment nous organiser pour ne pas détruire la planète? Comment prendre soin de nos milieux de vie, qu'ils soient humains ou qu'ils soient naturels? Ou encore, comment œuvrer à l'émergence d'une société plus juste, à la fois de la justice écologique et de la justice sociale? Maintenant que tout ça a été dit sur l'écologie, ses origines, scientifiques et ses implications, sociales et politiques, je pense qu'il est intéressant de discuter un petit peu de ce que c'est que l'écologie face à la chaîne du livre. Comment est-ce que l'écologie permet d'éclairer les problématiques de la chaîne du livre? Les chaînes du livre, en France et dans le monde, on le sait toutes et tous très bien, ont radicalement changé depuis les années 1950-1960 et il est donc important d'essayer de comprendre finement les tenants et les aboutissants de ces transformations-là. D'un point de vue écologique, cela pose 3 séries de questions. La première, c'est la question des ressources.
En effet, en France, la filière du livre, dans son sens large, a fait face à des ambitions de monopole et d'intégration verticale depuis les années 50-60, en devenant progressivement, comme la musique ou comme le cinéma, une industrie culturelle. Cette logique de concentration et de massification qui s'est jouée depuis 60, 70 ans, 80 ans, a entraîné tout un nouvel ensemble de problématiques qui sont liées à la fabrication, au transport et au réemploi. On peut dire de ce point de vue-là que la chaîne du livre a un peu changé de nature au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, et que cela s'est joué à la fois autour de questions de délocalisation de l'impression, d'origine de la pâte à papier, de multiplication des volumes de stock et d'impression, de nombre de kilomètres parcourus en camion, etc., qui fait qu'aujourd'hui, pardon, on en arrive à un point où un livre imprimé sur 4 ne sera jamais acheté et où le pilon, lui, est estimé à peu près 20 de la production globale. Comme l'a montré André Chiffrine dans son très, très bon ouvrage «L'argent et les mots», en quelques décennies, la chaîne du livre s'est orientée massivement vers des logiques de profit sur les flux, ce qui a radicalement changé la nature même de l'écosystème qu'est la chaîne du livre et ce qui pose, des tas de questions en termes notamment de gaspillage et d'exploitation des ressources. La deuxième question, c'est celle des territoires. Parce que directement lié à ça, on a aussi, vu une transformation des modes de consommation, durant les 30 glorieuses, on va dire, heu, qu'on peut décrire par, des mots tels que, massification, standardisation, mais aussi désertification de pas mal de petits centres-villes, liés à la généralisation, des hypermarchés, et puis des grandes surfaces spécialisées, telles que la Fnac pour la culture. Tout cela ayant quand même déséquilibré un maillage historique du commerce, des livres, qui s'était reconfiguré à pas mal de reprises, mais qui existait quand même, au moins depuis le XVIIIe siècle. Et donc, tandis qu'une part importante de la filière du livre s'est appuyée sur, cette logique de standardisation et de massification et qu'elle l'a alimentée par des livres qui sont des livres, on va dire, uniquement de production, des livres destinés à être vendus. Heu, Seule la loi Lang de 1981 sur le prix unique du livre a permis de défendre le livre de création qui ne cherche pas seulement à être vendu, mais qui cherche à être plus qu'une marchandise. Et la loi Lang, elle, a permis de préserver un tissu de librairie indépendante qui, aujourd'hui, directement permet l'existence de tout un tissu d'éditeurs et d'éditrices indépendantes. Donc, de ce point de vue-là, les enjeux de relocalisation, de mutualisation ou encore d'interdépendance, d'interprofession, sont au cœur de cette problématique, des territoires d'un point de vue écologique. Et puis la 3e question, c'est celle des supports, parce que, depuis la fin des années 1990, l'arrivée d'internet et des technologies numériques a à la fois, renforcé les règles du système existant, tout en bouleversant le rôle et la place de l'ensemble des acteurs de ce système. Et donc si d'un côté, cette révolution numérique a permis de faciliter et de mutualiser bon nombre de pratiques professionnelles, la captation de notre temps et de notre attention a été dans le même temps une mise à profit par, tout un ensemble de nouveaux acteurs, de nouveaux venus, les GAFAM en somme, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui se sont appuyés sur cette révolution numérique pour mettre en place des logiques économiques de prédation, on pourrait les appeler comme ça, c'est-à-dire vouloir devenir le seul acteur tout au long d'une filière, de la création à la vente, en passant par le désir du client, et ça dans le but d'imposer de nouvelles règles sociales et de nouveaux monopoles. Les enjeux qui sont liés aux données, à la vitesse, aux écrans, viennent bouleverser le temps long de la lecture et des livres, son temps historique, et c'est ce que Yves Citon a appelé l'écologie de l'attention. Donc ces 3 questions écologiques posées à la chaîne du livre, celle des ressources, celle des territoires et celle des supports, euh, se recoupent au final dans une forme de besoin permanent de croissance qui découle d'un ensemble de logiques, on va dire, je ne sais pas, de plus en plus capitalistes, en tout cas néolibérales, qui conduit aujourd'hui à de multiples formes de surconsommation et de surproduction qui sont destructrices tant d'un point de vue écologique que social. D'un côté, ça entraîne une exploitation extrêmement polluante des ressources planétaires, le papier, les encres et le transport principalement. Et de l'autre, ça entraîne une précarisation de la grande majorité des acteurs et des actrices du livre
et une atomisation générale qui déséquilibre tous les petits à l'intérieur de la filière. De ce point de vue, penser le développement durable de la fabrication du papier et du transport du livre, c'est certes important, mais avec l'Association pour l'écologie du livre, on considère que c'est une transformation écologique et sociale plus profonde qu'il faut s'atteler afin d'inventer et d'expérimenter des systèmes qui puissent prendre en compte l'ensemble des échanges et des relations autour du livre, et donc de penser le livre et toute la chaîne qui est autour, les mondes du livre et de la lecture, comme un écosystème ou un ensemble d'écosystèmes. Ça m'amène au troisième temps de ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire à ce que serait une analyse écologique du livre et de la lecture. Euh, pour le dire rapidement, les approches habituelles de la filière du livre, elles sont sectorielles et elles ont tendance à appréhender la chaîne du livre maillon par maillon. Or, nous, avec l'association, on considère que dans une période de bouleversement écologique profond, actuellement, dont les répercussions sociales sont indéniables, il y a un enjeu fort, important, à penser les interdépendances et les relations multiples que les choses entretiennent entre elles à l'intérieur des mondes du livre et de la lecture. Euh, En cela, on voit en l'écologie, donc cette science des relations et des systèmes complexes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un outil puissant pour appréhender la chaîne du livre, non pas comme un simple secteur d'activité économique, mais comme un véritable écosystème. L'objectif de cette écologie du livre, c'est donc de construire de nouvelles perspectives communes sur les interdépendances entre les différents maillons de la chaîne. Euh, pour commencer à faire ce travail avec l'association, avant tout, nous avons mené un travail d'écofiction, c'est-à-dire se projeter dans des potentielles sociétés écologiques à venir, et l'écofiction qu'on a utilisé comme un outil politique de resensibilisation d'imaginaire à des futurs, on va dire, alternatifs et désirables qui soient basés sur la coopération. Notre idée, c'était de sortir de la vitesse actuelle de la machine pour essayer de penser de façon interprofessionnelle ce que pourrait être autrement une autre organisation des mondes du livre et de la lecture nettement plus écologique. Tout ça nous a amené à un ensemble de réflexions dont les principales sont ce que pourraient être les livres de l'après-pétrole, ce que sont les cœurs de métier des différents professionnels du livre et de la lecture, donc la question de la médiation, mais aussi la question de faire œuvre, qu'est-ce que c'est qu'une société œuvrière, et puis en dernier lieu, le rôle social de la lecture comme ferment social, la lecture comme capacité d'imagination et d'émancipation, qui est au cœur de la manière dont on peut s'organiser les unes et les uns avec les autres. Tout ça nous a amené à formaliser ce qu'on a appelé les trois écologies du livre, qui est un hommage direct à Félix Guattari, psychanalyste et philosophe français, qui avait écrit un petit livre qui s'appelait Les trois écologies en 1989. Donc lui, dans ce qu'il expliquait, c'était une écologie environnementale, une écologie sociale et une écologie mentale. Et nous, on a repris ce triptyque, mais un petit peu à notre manière pour l'appliquer à la chaîne du livre. Et on parle ainsi d'écologie matérielle, d'écologie sociale et d'écologie symbolique. L'écologie matérielle, elle a trait à toutes les questions d'éco-responsabilité, la fabrication et le transport et le réemploi principalement. L'écologie sociale, elle a trait à toutes les questions de coopération et d'interprofession, donc la répartition de la valeur, les questions coopératives, mais aussi le cœur de métier, qu'est-ce que c'est qu'être un professionnel ou une professionnelle du livre et de la lecture. Et puis l'écologie symbolique, c'est la question de la bibliodiversité, qui est un concept qui est porté par l'Alliance internationale des éditeurs indépendants depuis plus de 20 ans maintenant. Et la bibliodiversité, c'est l'application à la chaîne du livre, au monde du livre et de la lecture, de la notion de biodiversité, c'est-à-dire la bibliodiversité, c'est la diversité des manières de raconter des histoires partout sur la planète et dans toutes les langues. Et comme pour la biodiversité, il faut œuvrer à la bibliodiversité, c'est-à-dire œuvrer à une plus grande richesse, une plus grande diversité des manières de raconter des histoires, dans le sens le plus large qui soit. En somme, de notre point de vue, s'appuyer sur la grande diversité des pensées de l'écologie, à la fois dans les sciences naturelles, dans les sciences humaines et dans la littérature,
Ça nous apparaît comme un moyen d'adresser une nouvelle série de questionnements et de perspectives au monde du livre et de la lecture. Notre espoir avec tout cela, ça fait 2 ans que ça a commencé, donc on en est encore au début, c'est d'initier et de valoriser de nouvelles manières de faire qui tentent, dans un même mouvement, de penser, des façons d'enrayer la destruction généralisée du vivant à l'intérieur de laquelle on est prise, tout en œuvrant en même temps à faire fleurir la plus grande diversité possible de pensées du rattachement. Et donc, pour le dire autrement, à essayer d'œuvrer ensemble tout en même temps à une plus grande biodiversité et à une plus grande bibliodiversité. Je vais m'arrêter là pour l'introduction à cette journée. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé pour celles et ceux qui le désiraient. Et je vous souhaite une bonne journée d'échange. J'espère que tout cela sera fructueux et qu'on aura l'occasion de poursuivre dans les temps à venir autour de tout cela. Merci.